Effectivement, la CNIL, sur les notifications qu'elle reçoit, même si on ne peut pas conseiller chacune des entreprises ou organisations qui vient nous notifier, en fait, toutes les notifications sont regardées par des personnes vivantes. Il y a 2 personnes dans mon service dont c'est la tâche principale. Le cas échéant, on peut donner des conseils. Alors des conseils un peu standards ou des conseils plus personnalisés en fonction du cas, de la gravité, de l'originalité, etc. Et il y a une dernière utilité à ça, c'est que ça nous permet de construire un petit peu une vision panoramique de la menace cyber, alors qui n'est pas complète, mais qui nous dit un petit peu finalement les incidents de sécurité, c'est quoi en France sur les 4000 cas qu'on a par an par exemple. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je reçois la CNIL au micro du podcast en la personne de Florent Delaval, responsable du service de l'expertise technologique. Bonjour Florent. Bonjour Leslie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Il faut savoir que toutes les entreprises ne sont pas ravies de recevoir la CNIL chez eux. En général, on redoute plus qu'autre chose le fameux contrôle de la CNIL, mais j'ai décidé ici qu'il fallait se réconcilier avec cette institution et rappeler qu'elle n'est pas uniquement là pour sanctionner, mais que son rôle principal, c'est bien de nous protéger pour que l'informatique soit et reste au service de tous les citoyens. Alors, en quoi est-ce que la CNIL fait partie des acteurs du monde de la cyber ? Pourquoi a-t-elle été créée et quelles sont ses missions aujourd'hui ? À quoi ressemblerait Internet en France si la CNIL n'existait pas ? Nous allons répondre à toutes ces questions, mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'ai pour habitude, bien sûr, de laisser mon intervenant se présenter. Florent, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et nous raconter comment vous êtes devenu responsable du service de l'expertise technologique de la CNIL. Alors, moi, je me définis comme étant un ingénieur au service de l'État, en particulier dans le domaine du numérique et dans le domaine du soutien à l'innovation. Alors moi, c'est vrai que la passion pour le numérique, elle remonte à assez longtemps. Déjà du fait qu'il y a un peu une continuité. Quand on est enfant, qu'on aime jouer avec des Lego, ensuite on aime coder parce que ça procède un peu de la même logique. En tout cas, ça procure la même sorte de satisfaction. J'ai eu des études scientifiques en école d'ingénieur. Je me suis passionné de mathématiques, de physique, d'informatique. Et en fait, les enjeux du numérique sont assez facilement entrés dans mon esprit comme étant un domaine où il y avait matière à apporter des contributions, en tout cas à s'y intéresser dans une optique d'intérêt général. Et là, il y avait beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai commencé dans ma carrière par être du côté du soutien à l'industrie, en quelque sorte, essayer d'aider des entreprises françaises à innover mieux que les autres dans le domaine du numérique. Vous avez travaillé pour l'État, c'est ça ? Oui, pour l'État, en l'occurrence au ministère de l'économie. D'accord. Donc notre métier, c'était de soutenir des projets. En particulier, moi, j'ai commencé dans un domaine qui était l'informatique en nuage, le cloud computing, à soutenir des projets avec une vision, entre guillemets, de souveraineté, qu'elle soit nationale ou européenne. Donc on voit que ça n'a pas totalement marché, puisque de toute façon, aujourd'hui, le marché est dominé par des acteurs extra-européens. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'était une manière de mettre un premier pied dans les enjeux du numérique. Évidemment, là-dedans, la cybersécurité, elle est omniprésente. Dès qu'on parle de numérique, c'est c'est quelque chose d'extrêmement transverse. C'était vrai dans le domaine du cloud computing, mais c'est vrai aussi dans l'ensemble des thématiques dont j'ai eu à traiter jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui, vous travaillez à la CNIL ? Alors, la CNIL, c'était... j'y ai été attiré parce que c'était dans une logique quand même de continuer dans le domaine du numérique. Et il y avait ce sens de la mission qui était extrêmement attrayant. Le fait de dire, très concrètement, on voyait en quoi la contribution de l'ingénieur à quoi elle pouvait servir. Et il y avait aussi cet attrait, entre guillemets, intellectuel du fait qu'au sein de la CNIL, on allait pouvoir... appréhender des technologies, leur impact, en l'occurrence sur les libertés et les droits des personnes, mais aussi confronter ça avec une vision plus juridique qui n'était pas du tout mon ADN, qui était quelque chose dont j'étais extrêmement curieux. Mais justement, vous allez nous en dire un petit peu plus. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, on va revenir aux bases, comme je le fais d'habitude dans le podcast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que c'est la CNIL ? Pourquoi elle a été créée ?
D'ailleurs, c'est-à-dire quoi, c'est NIL? Est-ce que tout le monde le sait, ça? Alors, la Commission nationale informatique et liberté, c'est vrai que c'est un bon signe quand on est connu déjà par l'acronyme. C'est une organisation, alors une autorité indépendante, déjà, ça c'est important, qui comporte environ 300 personnes aujourd'hui, un petit peu moins, ce sera 300 personnes l'année prochaine. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, c'était 2 fois moins. Et elle existe depuis combien de temps? Alors, elle existe depuis 1978, on a fêté donc les 45 ans cette année. Et elle a été créée dans un contexte intéressant, qui est celui d'un fichier qu'on appelait Safari à l'époque, qui devait être un fichier de l'INSEE, qui devait recenser l'ensemble des citoyens français à travers un numéro qui serait l'équivalent aujourd'hui du numéro de la sécurité sociale, enfin celui qu'on appelle comme ça. Nous, on appelle ça le NIR. Et il devait permettre ce fichier d'interconnecter toutes les données administratives concernant les Français. Et il y a eu un article de presse, c'était en 1974 dans Le Monde, qui titrait Safari, la chasse aux Français. Et ça a engendré un débat qui montrait que finalement cette prise en compte des libertés et du droit à la vie privée, c'était quelque chose d'important pour les Français. Et c'est dans ce contexte que la CNIL a été créée avec la loi de 78, la loi informatique et liberté. Et le projet en question, qu'est-ce qu'il en est advenu? Alors, le projet, il a été abandonné en 74 puisque ça a créé une polémique importante. Néanmoins, on peut dire que même si ce projet est tombé à l'eau, il y a toujours des fichiers qui se créent tous les jours et qui nécessitent une attention. Et surtout depuis l'avènement d'Internet. Alors, c'est vrai qu'Internet a démultiplié en quelque sorte le sujet qui existe depuis longtemps. Internet a créé aussi une forme d'opacité pour les usagers. Alors, je dis Internet, mais c'est pas que Internet, c'est également la téléphonie mobile qui fait cette opacité que les gens ne se rendaient pas toujours compte de la manière dont leurs données personnelles, je reviendrai sur cette notion, sont traitées par différents acteurs. Et donc, un des premiers enjeux, et ça correspond d'ailleurs à la première mission de la CNIL, c'est l'information. L'information et la protection, sous-entendu, des personnes et des citoyens. La CNIL a d'autres missions, évidemment. La première mission n'est pas de sanctionner, comme je le disais tout à l'heure. Alors, évidemment, il y a une mission qui est plutôt médiatique, puisque ça permet effectivement d'avoir des communications un petit peu frappantes, qui est celle de ce qu'on appelle, nous, la répression. En fait, ça va des plaintes qui peuvent être faites par n'importe qui, aux sanctions, en passant par des contrôles. En fait, la CNIL, en termes de quantité, sanctionne relativement peu. Il y a à peu près 20 sanctions financières par an, de la CNIL elle-même. Oui. Je parle, il y a plus de sanctions au niveau européen. Donc cette mission est bien connue, celle de gendarme en quelque sorte. Elle est essentielle. Maintenant, il y a aussi 2 autres missions qui peuvent être citées. Il y a celle de l'accompagnement. Le conseil, qui est prodigué à la fois à l'État et à des entreprises. L'idée, c'est d'aider les acteurs à se mettre en conformité. Le RGPD est un beau texte, avec énormément d'éléments qui donnent un cadre. Néanmoins, parfois, quand on est dans un contexte particulier, il n'est pas forcément immédiat de savoir si on est conforme ou pas. Il y a parfois besoin d'un peu de ligne directrice, de recommandations. Ce qu'on appelle, nous, du droit souple, et qui permet à des acteurs de faciliter, en gros, leur mise en conformité et leur appréhension du RGPD. Parce que là, on a déjà évoqué donc, le RGPD. Donc, la CNIL est là pour faire respecter, mettre en œuvre le RGPD, c'est ça? Alors, c'est évidemment une des missions. Une des missions. Et donc, cette mission d'accompagnement et sa contrepartie, quelque part, qu'on appelle, nous, la répression, c'est ce qui participe de la bonne mise en œuvre du RGPD. Et il y a une dernière mission, quand même, que je vais citer, qui est celle de l'anticipation et de l'innovation. Donc là, on est aussi dans le domaine technologique, pas que juridique, évidemment. Se dire, les nouvelles technologies et leur développement, on peut penser, l'intelligence artificielle, c'est un exemple d'actualité. On peut penser au métavers, on peut penser au Web3. Qu'est-ce que ça pose comme question, comme nouvelle problématique en termes de liberté et de protection de la vie privée. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il est important que la CNIL ne soit pas totalement en retard, parce que si
le régulateur, comme on aime se désigner, est en retard, c'est mauvais pour tout le monde. Alors, je voudrais bien qu'on revienne sur une seconde sur le RGPD. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire, RGPD, ce que c'est et pourquoi c'est aujourd'hui, et depuis quand aussi, c'est le cadre législatif de référence en termes de protection de données aujourd'hui? Alors, ce qui est important, le RGPD, déjà, c'est un règlement européen, c'est le règlement général de protection des données. Il est entré en vigueur en mai 2018. Ce qu'il apporte, déjà, c'est un cadre unifié pour la circulation de la donnée en Europe. Et donc, finalement, une des grandes innovations du RGPD, c'est d'harmoniser quelque part les règles. C'est pas de les durcir, c'est de les harmoniser. Oui, parce qu'avant le RGPD, la CNIL existait déjà. Donc la CNIL existait déjà, il y avait des législations nationales. La loi informatique en France existe toujours, informatique et liberté, pardon. Et elle est toujours employée pleinement. Mais aujourd'hui, elle est totalement en conformité sur les parties qui se concernent, en conformité, en cohérence avec ce cadre européen qu'est le RGPD. Un autre aspect important du RGPD, c'est qu'il a consacré le principe de responsabilité, accountability en anglais, qui est de dire finalement, maintenant, c'est plus à une autorité de vous autoriser à faire des traitements de données. Vous n'avez pas forcément à déclarer vos fichiers à la CNIL, comme on disait avant. C'est vous qui êtes responsable, c'est à vous de bien faire les choses. L'autorité, en l'occurrence la CNIL, viendra peut-être vous contrôler un jour et dire si vous faites bien. Le fameux. Mais la balle est dans votre camp. C'est à vous de bien faire. Et c'est pour ça que cette mission d'accompagnement est aussi, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, est aussi importante. C'est que d'information et d'accompagnement. Il y a besoin quand même d'aider. Pour qu'une entreprise sache en fait comment est-ce que je suis conforme au RGPD. Donc là, c'est la CNIL qui donne, qui aide les entreprises, qui accompagne et qui donne les informations autant que j'imagine. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce besoin d'uniformiser les règles en Europe et qu'est-ce que ça change pour nous, citoyens européens? Alors, l'harmonisation, elle a plusieurs intérêts. Déjà, il y a quand même, avant de parler des citoyens, il y a aussi un intérêt économique quand même, puisqu'on est dans un monde... Alors, finalement, l'économie de la donnée, elle est mondiale, c'est évident. Mais il y a quand même un intérêt à dire, on a un terrain de jeu en Europe qui est le même pour tous les acteurs du numérique. Donc ça, c'est la théorie. L'harmonisation, ça reste un défi, c'est jamais complètement acquis. Il y a donc les règles du jeu harmonisées, ça veut dire se coordonner entre les différents pays pour avoir des mécanismes qui sont à peu près cohérents, que ce soit au niveau des sanctions ou de la doctrine, comme on dit nous, c'est-à-dire un petit peu les règles du jeu, l'interprétation des règles du jeu. Et pour les citoyens, on crée un espace démocratique où tout le monde peut se dire qu'il a les mêmes droits. Et peut faire valoir ses droits. C'était ça aussi le RGPD, c'était de dire les droits d'information, donc la transparence, les droits, ça s'appelait accéder aux données, pouvoir les rectifier, pouvoir les faire supprimer le cas échéant, pouvoir s'opposer à certaines choses. Par exemple, où est-ce que quelqu'un aurait besoin de faire une demande de suppression de ses données personnelles, par exemple ? Alors, déjà, quand vous allez sur n'importe quel site internet ou n'importe quel service, il est en obligation de mettre en avant une politique de conformité à laquelle vous devez soit explicitement, soit implicitement adhérer. C'est les fameux cookies là qu'on accepte quand on... Alors ça, c'est encore autre chose, mais on en reparlera si vous voulez. Mais donc voilà, c'est quand vous recourez à un service pour lequel vous donnez des données, par exemple, vous achetez quelque chose sur Internet, vous créez un compte, vous donnez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Vous donnez même parfois vos informations de paiement, vos informations bancaires. Tout à fait. Et shopping en ligne. Tout ça, vous avez le droit de le consulter, de le modifier. Et c'est spécifié normalement dans les conditions d'utilisation et toujours il est spécifié aussi un moyen de faire valoir ce droit. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas systématiquement, en tout cas, avant que ces règles du jeu soient clairement établies. Pourquoi c'est important de pouvoir faire cette demande auprès d'une entreprise ? Alors, c'est important à plusieurs titres. Déjà, dans la vie de tous les jours, il arrive que vous changiez d'adresse, voire même que vous changiez de nom, pour une raison ou pour une autre. Et donc, il y a quand même cette question de pouvoir maîtriser un petit peu la cohérence de notre existence sur Internet. Et toujours dans cette notion de maîtrise, pour une raison ou pour une autre, vous
pourriez ne plus avoir envie d'être affiché sur tel site, tel réseau social sur lequel vous regrettez avoir mis des photos de vacances qui n'étaient pas la représentation de vous-même que vous vouliez mettre en public. Donc tout ça participe de votre liberté à contrôler un petit peu la manière dont votre vie privée est présente sur Internet. Parce que, à contrario, si vous ne pouviez pas le faire, ça voudrait dire que potentiellement ad vitam aeternam, le monde numérique garde un souvenir de vous sur lequel vous n'avez pas donné votre accord. Sur lequel on n'a pas de contrôle. Voilà, donc ça c'est une des raisons principales. Et donc ça c'est du côté des usagers et du côté de l'entreprise qui elle stocke la donnée des usagers. Elle a des devoirs, donc des obligations de protéger ces données, ces précieuses données qu'on lui confie. Pourquoi c'est important d'obliger les entreprises à protéger leurs données ? Alors déjà, donc il y a un article du RGPD, l'article 32, qui dit voilà, vous devez avoir des mesures de sécurité, enfin de protection des données qui sont à la hauteur des risques, donc des risques pour les personnes qui vous ont confié leurs données. L'originalité de cette obligation de sécurité, c'est que justement c'est une obligation, elle est transversale, elle s'applique à tous ceux qui traitent des données personnelles, donc en fait toutes les organisations. Donc on vous dit, vous protégez contre le risque cyber, c'est pas seulement votre affaire, c'est aussi l'affaire des personnes dont vous avez les données. Donc voilà, c'est un devoir en quelque sorte qui s'ajoute à l'intérêt vous-même en tant qu'acteur économique ou autre. Donc là, c'est là où on boucle avec la cybersécurité. C'est ici qu'on la retrouve. La menace cyber auquel font face les entreprises aujourd'hui. Donc la principale menace, c'est la fuite de données. Alors, justement, quand on est une entreprise, en fait, vous pouvez avoir différents types de menaces. C'est vrai que la première menace à laquelle vous pouvez penser, c'est une menace entre guillemets de nature économique, soit parce que on vous prive de données ou on altère des données dont vous aviez besoin pour votre business. Donc ça peut avoir un coût financier, etc., un coût réputationnel. Et concernant les personnes dont vous maniez les données, le RGPD dit justement, ah oui, ça, vous devez y faire attention aussi. Et donc, l'analyse de risque, entre guillemets, quand vous êtes une entreprise, vous avez vos valeurs, on va dire business, et puis à côté de ça, vous avez les risques, non pas pour vous, mais pour les personnes. Et donc, les risques, par exemple, que des données que vous aviez confiées à un hôpital, les données de santé, soit entre guillemets piratées, en tout cas exfiltrées d'un système, et donc il y aurait peut-être dans la nature, sur le dark web, je ne sais, des données vous concernant, avec des choses assez précises sur votre santé. Donc vous n'avez pas forcément envie que quelqu'un puisse les... Alors, c'est très bien que vous ayez accès à votre historique médical, mais c'est un peu moins bien si tout le monde y a accès. Tout à fait. Donc ça fait partie des risques dont on dit que les organisations, les entreprises, les administrations doivent garantir la protection des données qu'elles traitent tous les jours. Est-ce que vous avez justement des exemples particulièrement marquants qui ont beaucoup fait parler d'elles ou qui ont créé des précédents de fuite de données importantes qui ont eu des impacts en particulier? Alors, des incidents de sécurité sur des données personnelles, il y en a à peu près 4000 par an qui sont déclarés à la CNIL en France. Mais il y en a évidemment certains qui sont beaucoup plus marquants que d'autres. Est-ce que c'est obligatoire de le déclarer, hein? C'est bien ça qu'il faut rappeler. Oui, c'est obligatoire de le déclarer à partir du moment où il n'y a pas un risque nul pour les personnes. Et donc, on laisse aux organisations le soin d'apprécier s'il y a un risque ou pas. D'accord. Mais effectivement, on va dire un grand nombre d'organisations remplissent leur obligation de signalement à la CNIL. Tout ça, pas pour faire diversion sur la question que vous m'avez posée, non, c'est cool, mais parmi les affaires qui nous ont marquées, il y a en 2021 une entreprise que je vais citer qui s'appelle Daedalus Biologie qui manipulait des données, en l'occurrence des données pour 1 demi-million de Français, des données de santé, donc des données au sens du RGPD qui sont considérées comme sensibles. Et dans le cadre d'une opération technique, en l'occurrence une migration pour des clients, ces données ont été exposées
sur Internet, on va dire, pour simplifier. Et donc ça, c'est une affaire qui nous a marqué parce que des données aussi sensibles pour une telle quantité de gens, c'est un événement qui déjà se produit pas tous les jours, heureusement, et surtout qui est susceptible d'engendrer des conséquences importantes pour les personnes en question. Donc en l'occurrence, ça a justifié une amende, mais relativement modeste finalement pour l'entreprise en question, mais surtout ça a suscité une réponse sous la forme il faut absolument éviter que ça se produise. Et donc il faut absolument qu'on replace les curseurs en termes d'exigence de sécurité au bon niveau par rapport au risque. Et ça fait par exemple... c'est pour donner un petit peu une idée de la manière dont on travaille. On a parfois en réaction à ça non seulement une action répressive, mais aussi une action après d'accompagnement, au sens où cette fois-ci, on va publier une recommandation qui dit aux acteurs, voilà, en fait, quand vous êtes dans un cas comme celui-là, voilà ce qu'on attend de vous, et c'est pas la même chose que ce qu'on attend d'une petite collectivité ou d'une PME qui doit garantir un niveau minimal. Oui, parce que là, on va sanctionner finalement une entreprise qui est déjà victime. Donc, on sanctionne la victime, mais l'idée, c'est quand même de l'accompagner derrière pour que ça ne réarrive pas. Alors, l'idée, c'est d'accompagner toutes les entreprises qui vont être même dans une situation donnée. De manière générale, les violations qui sont signalées à la CNIL n'engendrent pas de contrôle. C'est pas dans cette logique-là qu'on fonctionne. Alors après, beaucoup d'événements qu'on va recevoir en notification sont des événements qui sont après ou avant d'ailleurs, paraissent dans la presse. Et donc la CNIL peut choisir d'aller faire un contrôle par rapport à des informations qui sont publiques ou par rapport à des signalements. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien de cause à effet entre vous avez rempli votre obligation légale de signaler à la CNIL que vous avez eu un incident de sécurité. Donc vous allez vous faire accompagner. Et donc vous allez avoir un contrôle ou une sanction. C'est pas du tout dans cette logique-là qu'on travaille. En revanche, c'est vrai que quand on reçoit des notifications, alors évidemment on va dire l'axe, la première action que nous avons, c'est de vérifier à quel niveau de risque ces incidents correspondent. Par exemple, c'est pas pareil de dire vous avez un courrier qui a été envoyé par erreur avec une mauvaise personne à une mauvaise personne avec la notification de ses droits à la retraite, par exemple. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas le même niveau de risque que par exemple une grande fuite de données dans un hôpital. Quel est le risque concrètement dont on parle ? Et alors, le risque, il peut se concrétiser de différentes manières. En général, quand c'est un incident, il peut y avoir un risque de réputation, par exemple, des informations délicates sur vous, par exemple, le fait que vous soyez abonné à un site de rencontre. Si c'est votre voisin qui les reçoit ou des gens de votre cercle d'amis proches, ça peut être un peu gênant. Mais en fait, finalement, quand il y a une action malveillante, par exemple un pirate qui vient finalement à travers un phishing ou qui arrive à exfiltrer des données, lui, son intérêt, c'est de les vendre et de les vendre à des acteurs qui, derrière, vont monter, si je parle vulgairement, des arnaques. Et donc, leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc, ils peuvent donc faire finalement, chanter des gens. Il y a un de ces risques, dire avec les informations des personnes, avec leur adresse mail, avec l'information de savoir s'ils ont souscrit un contrat chez tel fournisseur d'énergie, pouvoir lui faire un mail qui va lui dire qu'il a une facture à payer. Et mettre son RIB et récupérer l'argent. Voilà, donc ça, c'est un modèle d'arnaque qui fonctionne très bien, puisque derrière, il peut y avoir de l'argent pour l'attaquant. Et une dernière catégorie de risque qui est quand même assez aussi importante, c'est l'usurpation d'identité. Donc cette fois-ci, quelqu'un peut se faire passer pour vous, concrètement, s'il a retrouvé la copie de votre carte d'identité, qu'en plus il a le malheur d'avoir récupéré votre numéro de sécurité sociale, etc. Il peut construire un certain nombre de choses, notamment par exemple, il peut souscrire un prêt à la consommation. Ah oui, d'accord, il peut ouvrir un compte en banque, il peut... Alors, ouvrir un compte en banque, normalement, il ne devrait pas pouvoir, mais bon, peut-être qu'il peut y arriver. Donc voilà, il y a ce genre de risque très concret pour toutes les personnes qui existent. Une des grandes craintes de la fuite de données de Voyageurs du Monde, il me semble, il y a quelque temps, qui se sont fait exfiltrer un grand nombre de passeports, de copies de passeports. Oui, de copies de pièces d'identité, donc là, le risque principal, c'était l'usurpation d'identité, c'était bien ça. Alors oui, ce risque existe dans un cas comme ça. Alors c'est vrai que nous, quand on
Quand on est face à un traitement où il y a des pièces d'identité, on recommande toujours des mesures de sécurité supplémentaires, par exemple le fait que ce soit chiffré dans la base de données, etc. Que même en cas d'une fuite de données, par exemple, il ne soit pas facile de pouvoir récupérer ces pièces. Et l'autre élément sur lequel la CNIL travaille également, en lien avec d'autres acteurs, c'est comment est-ce qu'on sécurise davantage l'identification à distance et l'identité numérique. Donc la CNIL a publié d'ailleurs il y a quelques mois un dossier sur l'identité numérique pour donner un petit peu son point de vue sur ce que ça recouvre et les enjeux. Et donc avoir une identité numérique sécurisée, quelque part, c'est aussi une manière de rendre moins facile l'usurpation et donc de rendre moins dangereuse finalement certaines fuites de données. Vous avez là quelques conseils à nous donner ? Comment on protège son identité en ligne ? Alors, protéger son identité en ligne, quand c'est des pièces que vous donnez à une entreprise et qu'après il y a une fuite de données derrière. Alors évidemment, on peut dire vous aviez qu'à pas donner des informations sensibles à une entreprise qui les protège mal, mais ça évidemment les gens on peut pas le savoir à l'avance. Peuvent pas le savoir. Et puis tout le monde peut se faire attaquer un jour. Sinon on ne fait plus rien. Donc l'usurpation d'identité peut vous arriver. Donc c'est plus pratique entre guillemets de se demander qu'est-ce qu'on peut faire une fois que ça arrive. Donc dans ce cas-là, évidemment, un conseil, c'est de surveiller ses comptes en banque, éventuellement appeler sa banque pour signaler que il y a eu potentiellement une fuite de pièces. Ça peut être même si vous avez ce que vous faites quand vous perdez votre carte de crédit, vous appelez tout de suite pour faire opposition. Là, il y a un petit peu la même logique qui peut se mettre en place. Oui, parce que en général, l'usager a reçu un mail de la part de l'entreprise pour être notifié aussi de cette fuite de données. Il est mis au courant. Et alors, notre rôle, notre premier rôle, c'était, parce qu'effectivement, je n'ai pas terminé là-dessus, mais quand il y a un niveau de risque qui est jugé élevé pour les personnes, l'entreprise ou l'organisation qui était le responsable de traitement a l'obligation d'informer les personnes et de les informer de manière assez précise, circonstanciée de ce qui est arrivé et des risques qu'elles encourent en quelque sorte. Oui, donc pour qu'elles puissent mettre aussi les mesures en place, donc dont vous parlez là, peut-être faire opposition à une carte bleue, de donner quelques bons réflexes. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait la logique, avec évidemment la limite que si on informe tout le temps les personnes qu'elles ont un risque, que leurs données sont dans la nature, qu'il y ait une forme d'habituation. Ouais. Et ça, on souhaiterait l'éviter, puisqu'on veut que les gens restent sensibles finalement à ce sujet. Et puis parfois, on reçoit des mails comme ça, mais il n'y a pas trop de conseils qui sont donnés. C'est juste, vos données ont fuité, on est désolé, point. Qu'est-ce qu'on doit faire là, dans ces cas-là ? Il y a l'adresse mail, le nom qui a fuité, peut-être quelques données en plus, mais sans que ce soit de la donnée aussi sensible qu'une carte bleue, par exemple. Là, il n'y a rien à faire. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire de plus que d'habitude, je dirais, dans un cas comme ça, puisqu'il faut toujours se méfier des messages qu'on reçoit. Des mails de phishing, on en reçoit 15 par jour. Qui ont un caractère d'urgence, qui vous demandent de payer quelque chose tout de suite ou de changer un mot de passe tout de suite. Et qui viennent d'un expéditeur qui n'est pas forcément connu. Alors, c'est, on va dire, ça, c'est typiquement du phishing. En fait, des fois, ça peut être tellement bien fait que même un utilisateur relativement vigilant peut se faire avoir. Oui, tout à fait. Donc, personne n'est totalement à l'abri. Oui, complètement. Je confirme. Mais néanmoins, il faut avoir cette vigilance générale qui doit s'appliquer à tout le monde, quoi. Donc, c'est aussi un aspect d'éducation. Oui, puis il y a souvent aussi ce réflexe à aller changer ses mots de passe. Si c'était le même mot de passe que sur tous ces autres comptes, par exemple, si mon mot de passe pour accéder à mes données de santé sur ce laboratoire de santé, c'était le même que celui pour accéder à mes mails ou à d'autres services, il faut absolument aller le changer pour éviter de se faire pirater aussi sur les autres comptes. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques aussi appliquées derrière, j'imagine. Tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs sur les mots de passe des recommandations que la CNIL met à jour de manière assez régulière, la dernière fois, l'année dernière. Et donc, cette recommandation sur les mots de passe, elle est relativement pratique. En fait, on vous dit c'est quoi un bon mot de passe, combien de caractères, quel genre de caractères. Et si jamais vous pouvez rentrer que 3 fois, alors peut-être qu'il peut être un peu plus court. Mais puis ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en amont.
Tout à fait. Alors ça, c'est en amont, c'est pas toujours suffisant pour vous protéger, mais c'est déjà un bon début. Ce à quoi vous faisiez référence, c'est-à-dire ne pas mettre le même mot de passe partout, parce qu'effectivement, même si normalement vos mots de passe sont jamais censés fuiter, ça arrive. Et donc effectivement, si votre mot de passe c'est chaton75 sur tous les sites, ça va être assez facile pour quelqu'un qui a votre adresse mail d'accéder au moins à une partie des choses qui vous concernent. C'est rare que ce soit fait de manière ciblée. En général, les attaquants récupèrent des grandes bases de données et ils vont les essayer massivement sur tel ou tel service. Et sur 10 000 essais, il y en a 100 qui marchent et ça peut suffire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils peuvent tout automatiser, donc ils ne vont pas cibler Madame Michu en particulier. C'est juste que ça va tomber sur elle par hasard. Et justement, on parle de fuite de données. Et la donnée, elle se retrouve où une fois que l'attaquant l'a récupérée? Il a eu accès aux données, il la vole et il la met, vous avez dit tout à l'heure, sur le dark web en vente, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout le monde a accès, mais bon, moi je connais personne qui va sur le dark web, je sais pas comment y aller. Pourquoi est-ce que personne ne peut aller retirer ces données de cet endroit-là? Pourquoi c'est un endroit un peu intouchable? Alors, déjà parce que ça résoudrait pas le problème. Alors après, moi je suis pas un spécialiste du dark web et de la manière dont cette économie occulte de la donnée personnelle fonctionne. Ce que je sais, c'est qu'elle fonctionne vraiment comme une économie, au sens où il y a une chaîne de valeur, des acteurs, des gens qui développent des outils, des gens qui mettent à disposition les données. Il y a un prix sur les données personnelles, en fonction de leur qualité, Amazon, en fonction de... Si vous voulez, c'est pas une plateforme unifiée, ça serait trop facile, où tout le monde se connecte, mais ça peut être des forums répartis. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus, mais qui permet, entre guillemets, aux pirates d'être efficaces et rentables. Sinon, ça n'existerait pas. Et qui échappe complètement aux règles du RGPD. On ne peut pas aller demander la suppression de nos données personnelles, s'il vous plaît. On n'est même plus dans... Voilà, on est dans un autre champ du droit français, là, effectivement. Simplement dire que peut-être, effectivement, la CNIL, sur les fuites de données qu'elle reçoit, enfin, sur les notifications qu'elle reçoit, même si on ne peut pas conseiller... chacune des entreprises ou organisations qui vient nous notifier, en fait, toutes les notifications sont regardées par des personnes vivantes. Il y a 2 personnes dans mon service dont c'est la tâche principale. Le cas échéant, on peut donner des conseils. Alors des conseils un peu standards ou des conseils plus personnalisés en fonction du cas, de la gravité, de l'originalité, etc. Et il y a une dernière utilité à ça, c'est que ça nous permet de construire un petit peu une vision panoramique de la menace cyber, alors qui n'est pas complète, mais qui nous dit un petit peu, finalement, les incidents de sécurité, c'est quoi en France sur les 4000 cas qu'on a par an, par exemple. Voilà, on sait qu'il y a à peu près 60% de piratage, qu'à l'intérieur des piratages, il y a à peu près 40% de crypto-lockers, finalement. Vous pouvez un peu catégoriser les attaques. Ça donne un aperçu, finalement, quand on parle de menaces cyber, qu'est-ce qui touche réellement? Alors, pas seulement les grandes entreprises, mais qui touchent les PME, qui touchent les petites collectivités, qui touchent les petits services publics de proximité. Donc, en fait, notifier une fuite de données à la CNIL, c'est pas seulement... faut pas seulement craindre une sanction derrière une notification à la CNIL. Il faut surtout s'attendre à un accompagnement, à des conseils pour justement apprendre à mieux protéger ces données à l'avenir. Un conseil qui viendra peut-être pas directement de la CNIL, qui viendra peut-être d'un autre acteur, cybermalveillance par exemple. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans une logique là-dessus d'accompagner, d'aider, d'atténuer quelque part le mal. Et surtout faire en sorte que les personnes derrière qui sont concernées soient informées, ou en tout cas que les risques qui les concernent soient atténués. Parce que finalement, le plus efficace, c'est ça. C'est que le responsable de traitement, comme on dit dans notre jargon, prenne lui-même les mesures qui permettent de limiter finalement les conséquences pour les personnes. Et pour les peu de sanctions que vous octroyez, apparemment il y a certains assureurs qui couvrent les amendes, on appelle ça aussi des amendes à la CNIL, les sanctions de la CNIL. Il y a certains assureurs qui les couvrent, ces amendes, pour leurs assurés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça à la CNIL? Alors, bon, évidemment, je suis gêné par l'aspect d'assimiler des sanctions de la CNIL à un événement aléatoire.
une sorte de risque parce que en fait les sanctions de la CNIL, certes il y en a très peu, hein, il y en a à peu près une vingtaine par an si je dis pas de bêtises, donc vous avez quand même plus de chances d'avoir une sanction de la CNIL que vous faire foudroyer, mais c'est pas un ordre de grandeur de plus. J'aime bien la comparaison. Et donc voilà, je peux comprendre la logique, elle me gêne. Maintenant, si on regarde les choses du côté positif, se dire que les assureurs, quand même, ils ont intérêt à ce que leurs assurés se prémunissent du mieux possible des risques. Donc, si ça conduit les compagnies d'assurance à mieux conseiller leurs clients sur la conformité au RGPD, c'est pas un mal. Elles peuvent s'élever à combien ces amendes pour avoir un ordre de grandeur ? Alors, c'est très, très variable parce que en fait, les amendes, le RGPD dit, il fixe un plafond grosso modo et à la fin des fins, ça peut être 4% du chiffre d'affaires, par exemple, d'une entreprise. Et les sanctions, elles sont évidemment proportionnées à ce qu'on appelle les manquements, c'est-à-dire finalement les non-conformités, à quel point elles sont graves. Et donc, on a ce raisonnement à la CNIL d'adapter la sanction pour qu'elle soit suffisamment dissuasive, mais à la fois pas forcément fatale, puisque parfois il y a des manquements qui peuvent être graves, mais voilà, encore une fois, le but n'est pas d'empêcher l'économie ou d'empêcher l'innovation, absolument pas. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est assez compliqué, mais la CNIL peut mettre des amendes de quelques milliers d'euros finalement, qui vont être relativement symboliques, à des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions, voire même au-delà. Et en fait, les plus grosses amendes, au final, sont mises au niveau européen. Mais alors, le fonctionnement au niveau européen fait que finalement, c'est une forme de mutualisation. Par exemple, vous avez les GAFAM, dont une bonne partie ont un siège social en Irlande, par exemple. Oui. Et donc, ça veut dire qu'au titre du RGPD, c'est la CNIL irlandaise, la DPC, qui va être compétente pour mettre une sanction. Donc voilà, il y a une sanction qui peut être mise à un grand acteur américain comme ça, qui peut être par exemple, on a eu 1,2 milliard l'année dernière. Sur un GAFAM. Sur un GAFAM. Donc des sanctions de ce montant-là qui en fait sont positionnées sur des enjeux européens. Et donc voilà, je trouve que c'est plus juste de regarder finalement le bilan du RGPD sur la partie gendarme, entre guillemets, à une échelle européenne, que de la regarder à une échelle franco-française, où la CNIL joue parfaitement son rôle, selon moi, mais qui n'est qu'une petite partie de ce qui nous concerne tous. Et est-ce que vous voyez que ça bouge derrière quand un GAFAM se prend une amende de 1 milliard d'euros? Est-ce que derrière, ils prennent conscience, ils mettent des choses en place? Alors, ma mission n'est pas totalement sur l'aspect répressif, donc je ne fais pas forcément le lien de cause à effet direct entre un contrôle, une sanction, une mise en demeure et la correction derrière. Ce qui est certain, c'est que les GAFAM, et j'y reviendrai peut-être sur les facteurs de ça, ont plutôt envie de se mettre en bonne conformité, en moyenne. Il peut y avoir des choses qui ne les arrangent pas, mais... on constate, alors voilà, là où c'est moins clair, c'est est-ce que c'est l'effet d'une sanction ou pas? Probablement oui, parce que quand il y a une sanction, en fait, le gros enjeu n'est pas tant le montant de la sanction, qui doit être dissuasif, mais qui n'est pas le vrai point. Le vrai point, c'est que souvent les sanctions qu'on met peuvent être attaquées, et donc il y a finalement Comment ça, elles peuvent être attaquées? Elles peuvent être attaquées par l'acteur qui peut contester la validité du raisonnement qui conduit à proposer la sanction. Et ça peut se discuter devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ça peut être médiatisé. Et une fois qu'il y a une décision qui est rendue, là, elle devient difficilement contestable. Et donc, dans cette mesure-là, où il y a une vraie dialectique, en fait, finalement, entre les régulateurs et les grands acteurs du numérique, il y a une action qui produit des effets. Oui, parce que là, on a beaucoup parlé de la CNIL, donc, qui est spécifique à la France, donc qui est l'autorité de protection des données française. Mais chaque pays européen donc, a sa propre CNIL, on va dire. Et au niveau européen, il y a aussi une autorité de régulation. Et puis, par exemple, pour un GAFAM, il doit respecter
qui est mis en œuvre en Europe aujourd'hui, il y a le RGPD, donc pour tous les pays européens, mais il œuvre aussi dans tous les pays du monde. Donc il doit jongler un petit peu entre les règlements de chaque zone, chaque région mondiale. Est-ce que nous, on est précurseurs en Europe de toutes ces règles-là, du RGPD? Est-ce que ça existe autre part dans le monde? Alors, précurseur, ça peut être une version optimiste, mais parce qu'évidemment, il y a des pays qui ont choisi des modèles différents et qui ne vont pas tendre vers les mêmes standards démocratiques que nous. Et donc le RGPD ne va pas être précurseur partout. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un effet tache d'huile. Et en fait, il intervient à deux niveaux. Déjà, il y a le côté qu'on aime bien mettre en avant, qui est que l'Europe a un certain modèle social, démocratique, de liberté, qui peut s'exporter et qui peut inspirer. Et il y a une raison aussi plus économique, plus pragmatique à ce qu'on appelle le Bruxelles Effect, qui est que finalement, quand il y a un cadre qui est plus contraignant que les autres, des acteurs mondiaux, ils peuvent se dire, tant qu'à faire, qui peut le plus, peut le moins, je vais me mettre en conformité avec le truc le plus difficile. Et comme ça, j'aurai pas à réfléchir pour le reste du monde. Donc on est un petit peu ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est donc il y a aussi ce raisonnement très, j'ai envie de dire, très pragmatique. Où ils en sont, par exemple, aux États-Unis par rapport à la protection des données personnelles? Est-ce qu'il y a des différences quelles sont les principales différences avec l'Europe? Alors, bon, il y a des différences à beaucoup de niveaux. Déjà, il peut y avoir des différences entre les États aux États-Unis. Au sein même des États-Unis. Au sein même des États-Unis. Donc déjà, il n'y a pas cette même uniformité, ça c'est vrai. Il y a des appréciations sur la manière dont les données peuvent être considérées comme personnelles ou pas, anonymes ou pas, qui peuvent être différentes en fonction des cas d'usage. Je crois qu'aux États-Unis, il y a quand même une aspiration à la vie privée, au respect des libertés, qui est sensiblement la même qu'en Europe. Je ne saurais pas vraiment les comparer, à vrai dire. Mais ce qui est certain, c'est que ce sujet de la privacy, il est, très intégré par les grands acteurs économiques. C'est-à-dire les GAFAM eux-mêmes vont quelque part se faire champions. Alors là où ça les arrange et moins là où ils ont besoin de faire du business, mais des entreprises comme Apple, Google, etc. Vont plutôt être sur le front de la protection de la vie privée aux États-Unis versus en Europe où on va avoir une vision un petit peu différente des choses et où on va avoir quand même une forme de... Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'usager aux États-Unis, si je me connecte à Google, est-ce que je peux leur demander la suppression de mes données personnelles? Je ne sais pas répondre à cette question, probablement, mais après, quelle sera la réponse, je ne sais pas. Et les entreprises n'ont pas les mêmes obligations de protection de données non plus, puisque... non. Alors, ce qui est... Bon, aujourd'hui, la législation des États-Unis sur le plan de la protection des données personnelles est jugée, c'est une décision récente de la Commission européenne, elle est jugée adéquate. Ça veut dire qu'en gros, on se dit aux États-Unis, il y a à peu près les mêmes standards de protection des libertés, des droits qu'en Europe. Donc c'est ce qu'on appelle le Data Privacy Framework. Et en fait, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, puisque avant ça, il y avait ce qu'on appelait le Privacy Shield, qui a été remis en cause par une décision qu'on appelle Schrems 2. Avant ça, il y avait le Safe Harbor, je crois, qui avait été mis en cause par une décision qui s'appelle Schrems 1. Donc en fait, cette histoire d'adéquation avec les États-Unis, elle est pour le moins instable. Dans un contexte où, évidemment, les transferts de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis sont évidemment massifs. Donc voilà, il y a cette question de savoir à quel point on est similaire ou pas. Elle est. Et un autre pays qui nous pose question, c'est la Chine. Avec, on entend beaucoup parler d'interdire TikTok, par exemple, pour des questions aussi de protection de données personnelles. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels la CNIL intervient? Alors, la CNIL peut intervenir sur ces sujets. Maintenant, quand on parle de TikTok, par exemple, on est sur un sujet qui n'est pas tant un sujet de protection des données personnelles, surtout quand on parle de l'interdire au sein, par exemple, des services de l'État, que sur un sujet d'espionnage, par exemple, ou de...
Mais c'est de l'espionnage de données, finalement, non ? Oui, mais TikTok a eu des sanctions pour des manquements divers sur la protection des données, donc une amende assez importante en Irlande, 345 millions d'euros. Mais voilà, c'est pas en lien direct avec l'interdiction qui pourrait être le fait d'utiliser ce type d'application, dans la mesure où c'est une application bien sûr qui ne traite pas forcément les données personnelles de la manière dont on le voudrait, mais surtout qui peut être un vecteur de risque. En tout cas, c'est comme ça que ça a été apprécié au niveau de l'État pour question d'espionnage. Dans un contexte professionnel. Voilà. Mais donc aujourd'hui, TikTok ou WhatsApp en France respectent le RGPD. Alors, logiquement, ils sont censés respecter le RGPD. Il y a eu des amendes dans les deux cas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une surveillance de la manière dont, enfin des contrôles sur la manière dont ils mettent en œuvre le RGPD. Mais voilà, ils ne sont pas moins qu'un autre acteur présent en Europe censé respecter ces règles-là. Et justement, que serait le monde du numérique en France et en Europe si la CNIL et le RGPD n'existaient pas ? Alors, la CNIL, déjà, comme je l'ai rappelé, elle existe parce qu'il y a quand même une aspiration qui existe dans la société à pouvoir disposer de certaines libertés, disposer notamment d'un droit à la vie privée. Donc, peut-être que je reviendrai sur le rôle de la CNIL à la fin, mais la première chose, c'est se dire cette aspiration, elle est pas nécessairement, on peut pas nécessairement transiger complètement avec. Donc la question, ça pourrait être qu'est-ce qui se passait si on décidait d'y renoncer au profit d'autres aspirations légitimes, par exemple le besoin d'avoir un sentiment de sécurité. Donc là, assez clairement, il peut y avoir un débat sur finalement, est-ce qu'on n'aurait pas des caméras partout qui seraient capables de faire de la reconnaissance faciale et de reconnaître tout le monde, y compris des terroristes ou des criminels, et qui seraient capables de mieux nous protéger quelque part en identifiant ces personnes suffisamment tôt. Donc ça, c'est un débat de société. Nous, ce qu'on dit, c'est il y a besoin de pouvoir mettre les deux aspirations, parfois il y en a plus, en regard et de les faire dialoguer d'égal à égal, entre guillemets. Et la CNIL, elle est là pour ça. C'est-à-dire que si vous n'aviez dans le dialogue qu'un seul ministère, par exemple, chargé de la sécurité et qui n'avait pas, entre guillemets, d'interlocuteur qui était capable d'apporter l'autre côté de la balance, ça serait presque un vice de procédure démocratique. Donc la CNIL, elle est là pour être sûre que ces enjeux, qui, encore une fois, émanent de la société, qui ne sont pas une invention d'une institution, soient pris en compte au bon niveau dans les choix de société qui sont les nôtres. Donc notre choix de société aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'informatique reste au service de tous les citoyens. Qu'est-ce que ce serait un informatique qui n'est pas au service des citoyens, par exemple ? Alors, une version pervertie ou subvertie de ça, c'est par exemple des choses qui sont mises en place en Chine, le scoring des citoyens, par exemple. On va vous dire, vous êtes un bon citoyen, vous êtes un mauvais citoyen, vous avez accès à certaines choses ou pas. Et donc ça, c'est clairement une immixtion de l'État, en l'occurrence, mais ça pourrait être un autre acteur, sur la manière dont vous consommez, par exemple, ou vous vivez. Qui est un modèle où vous aurez une forme d'inversion, où quelque part vous seriez assujetti à l'informatique. Et l'intelligence artificielle, là-dedans, présente aussi le truc d'avoir des une formes bonne de note risque. pour pouvoir prendre l'avion, des choses comme ça. Oui, alors ça peut aller jusqu'à ces extrêmes-là. Et puis derrière, ça peut être... C'est ça que la CNIL et le RGPD essayent d'empêcher, finalement, si on inverse... Heureusement, on n'en est pas là tout à fait. Mais évidemment, en tout cas, il faut que l'impact de telles aspirations ou orientations sur la vie privée, sur les libertés, soit bien pris en compte avant d'aller sur un chemin qui nous y mènerait. Heureusement, on en est assez loin. Et mais il y en a qui bonne sont chose. déjà. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent de manière très précise aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple dont on voit bien la difficulté, qui est la protection des enfants contre la prédation
sexuelle, par exemple, de majeurs, ou la lutte contre la pédopornographie en général, dans le monde numérique, où on voit très bien que personne ne contestera le fait qu'il faut protéger les enfants. Et à la fois, les solutions qu'on peut imaginer pour ça sont des solutions qui pourraient être très intrusives. Par exemple, une capacité à lire vos messageries chiffrées pour vérifier qu'il n'y a pas de contenu illégal dedans. Et ça, quoi qu'on fasse, ça revient à ouvrir une porte dans votre vie privée que vous ne pouvez plus refermer. Et donc voilà, évidemment, il faut trouver des solutions. Et après, il faut un dialogue pour arriver à trouver le meilleur compromis, même si on a envie de compromettre ni l'un ni l'autre. Donc le mot est mal choisi, mais... trouver la meilleure solution, enfin le meilleur compromis. On va garder ce mot-là pour la fin de cette émission, d'ailleurs, qui va bientôt arriver, malheureusement. J'aimerais bien... Il y a un sujet qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. J'ai évoqué le mot cookie et on a dit on en reparlera plus tard parce qu'en fait c'était pas de ça dont on voulait parler à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est alors ce truc qu'on accepte là sur notre écran quand on se connecte, quand on va visiter un nouveau site internet? Alors, il y a une raison juridique que je ne vais pas détailler, mais qui est très claire pour nous sur la raison de tout ça. En fait, les cookies, c'est quoi? C'est des traceurs. Donc, c'est quelque chose qui permet de savoir quelle est votre activité sur Internet et qui surtout permet, si vous acceptez tout, à des sites qu'on appelle nous tiers, donc d'autres acteurs ou des gens qui vendent de la publicité ou de l'espace publicitaire, de connaître en fait les navigations, les habitudes de navigation, les intérêts de chaque usager. Alors ils connaissent pas forcément leur nom, mais ils connaissent quand même leur adresse IP ou ils peuvent avoir accès à un certain nombre d'informations qui vous ciblent. En fait, l'idée principale derrière ça, c'est pas d'empêcher les acteurs de faire de la publicité, c'est simplement que les personnes soient informées dans les bonnes conditions définies par la loi sur ce que ça veut dire et la capacité d'agir sur pour les choses dans lesquelles elles doivent donner un consentement, que ce consentement leur soit bien proposé en des termes intelligibles et sans créer de déséquilibre visuel, par exemple, entre l'option refusée et l'option acceptée. Oui. Et ensuite, voilà, qu'il y ait aussi une information sur les conséquences, c'est-à-dire si j'accepte, finalement, qui va traiter mes données et pourquoi. Et ça, c'est aussi la CNIL qui contrôle si ce processus est bien mis en place? Alors, les bandeaux que vous avez vus apparaître, ça, effectivement, ça fait suite à une action de la CNIL, en l'occurrence, en concertation avec le secteur, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et voilà. Et ça fait partie de la question de l'accompagnement à la mise en conformité. C'est-à-dire pouvoir avoir des secteurs comme ça où un certain nombre de pratiques se développent qui peuvent être contradictoires, a priori, avec le RGPD, et pour lesquels le but du jeu, c'est de trouver le mode qui, du côté des acteurs du secteur, va pas mettre en péril leur activité, va leur permettre de standardiser leurs pratiques, et puis et qui, pour les utilisateurs, les citoyens, les informer, va correspondre à quelque chose de transparent, de clair, et sur lequel ils auront un minimum la maîtrise. Et il y a plein d'autres secteurs dans lesquels vous intervenez. J'entends, on brandit le drapeau de la CNIL quand il manque un copyright quelque part. Voilà, il y a pas seulement les cookies, il y a pas seulement tout l'aspect cybersécurité. Il y a encore plein de sujets à évoquer sur la CNIL. Mais c'est la fin de cette émission. Et pour terminer, est-ce que Florent, vous pouvez nous donner 3 choses essentielles à retenir sur la CNIL? Alors, la première chose, on en a parlé, c'est que la CNIL n'est pas qu'un gendarme. Ce rôle de gendarme, il est essentiel, mais on est aussi là. Et le but du jeu, c'est celui-là, c'est d'accompagner la protection de la vie privée et ces garanties qui seront offertes par tous les acteurs qui traitent des données personnelles. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la CNIL aussi a envie d'être actrice de l'innovation, au sens où on croit que l'innovation, c'est pas juste laisser tout le monde faire ce qu'il veut. L'innovation, c'est plutôt essayer d'accompagner les pousses qui vont dans la bonne direction. C'est ce que font les plantes, croître vers la lumière. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est
Finalement, c'est un point plus interne, c'est que c'est un bonheur de travailler à la CNIL, c'est une stimulation intellectuelle permanente. Et voilà, je pense que cette énergie, elle est plutôt bénéfique globalement dans les interactions qu'on peut avoir avec toutes les parties prenantes du sujet. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Florent Delaval d'avoir présenté la CNIL au micro du monde de la cyber aujourd'hui. Moi j'ai appris énormément de choses, donc vraiment merci. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez appris beaucoup de choses. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur les actions de la CNIL, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet qui fournit plein de conseils pour naviguer en toute sécurité sur le net et pour protéger ses données de manière toujours plus efficace. Voilà, à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.